Donc voilà, moi ce que je vous propose les amis, donc sur le Zoom de ce soir, je vais d'abord lire les 3 questions qu'on m'a demandé de traiter et on va vraiment rester dans le cadre de ces 3 questions. Et ce que je vous propose donc, c'est que au moment où je traite la question, bon, si vous sentez qu'il y a du bruit chez vous, tout de suite vous fermez votre micro. On n'est pas tellement nombreux ce soir, donc en principe le micro ouvert ne va pas déranger. Mais si vous sentez qu'il y a du bruit, vous éteignez les micros. Une fois que j'ai fini, je vais traiter les 3 questions les unes pas ensemble. Je vais traiter une question et puis après on passe à vos questions. Après je traite la deuxième question, on passe à vos questions. Et là bien sûr vous ouvrez vos micros. Et après on passe à la troisième question. On est censé donc être ensemble pendant 1 heure. Et je ne pourrai pas plus aujourd'hui parce que bon, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une journée d'enfer. Mais quoi qu'il en soit, je vais d'abord donc vous rapporter les 3 questions ensemble et après on traite la première. Donc les 3 questions qui m'ont été proposées, j'imagine qu'elles ont été vues entre vous. Est-ce que la femme juive est un modèle pour l'humanité? C'est la première question. Deuxième question, comment revenir au masculin authentique au regard de la société qui se féminise? Troisième question, quelle est la place de chacun dans le couple au regard de la notion masculin-féminin que nous avons en nous? Alors, on va commencer à traiter la première question pendant 10 minutes, un quart d'heure, et un peu moins même, parce que vous avez aussi vos questions, et je vous demande vraiment de participer, parce que tout le but d'un Zoom, c'est que vous participiez. Donc, on a 3 questions, on va essayer, donc ça fait 3 fois 20 minutes, on va essayer chaque question entre mon intervention et vos questions de tenir 20 minutes par question entre mon intervention et vos questions. Donc, la première question, je la relis. Est-ce que la femme juive est un modèle pour l'humanité? Alors, je répondrai bien sûr, comme j'ai l'habitude de le faire, à cette question. Comme je l'ai déjà expliqué dans de très nombreux cours, ce n'est ni la femme juive, ni l'homme juif, ni le peuple juif qui sont un modèle pour l'humanité. C'est la Torah qui est un modèle pour l'humanité. À ce niveau-là, je ne fais aucune concession. Un jour viendra où toutes les nations se rendront compte que la Torah qui a été donnée à Israël depuis 4000 ans est en vérité le modèle dont toute l'humanité a besoin. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, notre tradition rapporte qu'au moment où Dieu s'est adressé à Israël pour proposer la Torah à Israël, en même temps, il l'a proposée aux 70 nations, ce qui veut dire qu'il y a jusqu'à aujourd'hui 70 facettes de la Torah qui sont encore cachées et qui vont se dévoiler avec la venue du Mashiach, tout simplement parce que les nations, à ce moment-là, n'ont pas voulu recevoir leurs facettes de la Torah. Donc, ce n'est pas le peuple juif qui est un modèle, c'est la Torah qui est un modèle. Le seul petit avantage que le peuple juif a aujourd'hui, c'est lui a accepté la Torah il y a 4000 ans. Maintenant, entre le fait qu'il l'ait accepté, est-ce que l'ensemble du peuple juif vit véritablement la Torah? Est-ce qu'il vit au niveau de la Torah? Est-ce qu'il peut se prétendre être, grâce à la Torah, je dis bien grâce à la Torah, un modèle pour les nations? Je pense que vous savez tous et toutes qu'on en est encore très loin. On en est encore très loin parce qu'il y a chez nous des gens très bien, il y a chez nous des gens pas bien du tout, comme chez tous les peuples. Donc nous-mêmes, même si on a accepté la Torah il y a 4000 ans, c'est clair qu'on n'a pas encore atteint le niveau de faire un avec la Torah au point que la lumière de la Torah puisse rejaillir au niveau de l'humanité tout entière. Alors évidemment que dans notre peuple, il y a des gens qui, eux, d'une certaine manière, sont des modèles de Torah et peuvent transmettre la lumière qu'ils ont en eux grâce à la Torah à l'humanité tout entière, mais ce n'est pas l'ensemble du peuple juif. Donc, la question, je vais la poser autrement. Je ne dirai pas, est-ce que la femme juive est un modèle pour l'humanité? Je préfère poser la question sous une autre forme et qui est beaucoup plus authentique. La manière dont la Torah parle de la femme, est-ce que cette manière-là est oui un modèle pour l'humanité? Et à ce niveau-là, bien sûr, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que la Torah dit quelque chose de très intéressant et un sujet sur lequel on pourrait parler pendant des heures et on va essayer de le réduire
au maximum. Quand je parle de la Torah, c'est la Torah écrite, la Torah orale, c'est en vérité deux aspects de la même Torah. La Torah écrite par Moshe, et la Torah orale expliquée par les maîtres d'Israël. Et c'est rapporté dans la loi juive comment doit se construire le couple, et c'est vrai dans les deux sens bien sûr, simplement que comme vous le savez, dans le contexte biblique, le langage de la Torah est un langage masculin, mais en vérité c'est vrai dans les deux sens, ce qui est dit pour l'homme vis-à-vis de la femme est tout aussi vrai pour la femme vis-à-vis de l'homme. Nos maîtres disent, encore une fois dans leur langage masculin, puisque ce sont les maîtres donc des hommes qui expliquent la Torah, ils disent un homme doit aimer sa femme comme lui-même et la respecter plus que lui-même. De là on comprend que l'amour doit être très fort, mais au-delà de l'amour, ce qui est le véritable ciment du couple, d'après la Torah, c'est le respect. Et la respecter plus que l'homme se respecte lui-même. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que quand il y a un conflit entre l'homme et la femme, et que chacun est sur sa position, et que l'un et l'autre sentent que si on reste sur nos positions, ça risque de fragiliser jusqu'à voire même détruire le couple, il faut céder au profit de l'autre. Ça veut dire que même si je pense que tu as tort, je dois te respecter plus que ce que je me respecte moi-même. Ça veut dire selon ma compréhension des choses. Si j'allais jusqu'au bout, je n'aurais pas cédé. Mais comme je sens que si toi et moi on reste sur nos positions, notre couple risque de se détruire, alors je préfère m'annuler devant toi. Même, ça ne veut pas dire que je pense que tu aies raison, mais je m'annule devant toi. C'est-à-dire que je te respecte plus que ce que je me respecte moi-même. Je vais accepter ton point de vue, même si ce n'est pas le mien, parce que je ne veux pas remettre la solidité de notre couple en péril. Et ça, c'est un modèle fondamental qui est donc délivré par la Torah. Et nos maîtres expliquent que ça, c'est l'un des ciments les plus puissants du couple. Être capable de céder devant l'autre, même si on pense, ça ne veut pas dire que c'est vrai, on pense que l'autre a tort et que moi j'ai raison. On doit placer le couple au-dessus de toutes les considérations personnelles et comprendre que le couple est le saint des saints, c'est le Kodesh HaKodashim, comme dans le temple, il y avait la cour, il y avait une première partie, il y avait une deuxième partie, une troisième partie, puis après on rentre dans la partie la plus sacrée qui est ce qu'on appelle le saint des saints, en hébreu le Kodesh HaKodashim. Et comme par hasard, dans le Kodesh HaKodashim, comme vous le savez, au-dessus de la Torah, il y avait deux anges, un qui avait un visage d'homme et l'autre qui avait un visage de femme, qui s'enlaçaient. Et nos maîtres expliquent, c'est pour nous faire comprendre qu'au-dessus de toutes les valeurs, même au-dessus de la Torah elle-même, car les anges étaient au-dessus de la Torah, même au-dessus de la Torah, il faut vraiment avoir une clarté, une vision du monde tout à fait révolutionnaire. Nos maîtres affirment que la présence des chérubins qui étaient au-dessus de la Torah dans l'endroit le plus sacré du temple nous montre qu'au regard de la Torah, la valeur la plus élevée de toutes les valeurs, même au-dessus de la Torah elle-même, c'est l'enlacement, l'entente, la réussite à l'intérieur du couple. C'est la raison pour laquelle nos maîtres nous disent « Tu dois l'aimer comme toi-même », mais s'il y a un conflit au niveau de vos idées, au niveau de votre tempérament, au niveau de votre caractère, on ne te demande pas de penser qu'elle a raison et toi tu as tort. Mais même si tu penses que tu as raison, annule-toi malgré tout si tu sens que ton couple est en péril. Ça, c'est un modèle fondamental que nous enseigne la Torah. C'est un modèle qui, s'il était suivi par l'ensemble de l'humanité, au lieu d'avoir 90% de divorces aujourd'hui, bon, pas dans notre génération, car nous on est déjà tous des vieillards, mais dans la nouvelle génération, vous le savez tous, aujourd'hui 90% des jeunes qui se marient divorcent très très vite aujourd'hui, que ce soit malheureusement en Israël ou dans le monde entier. C'est une véritable catastrophe, c'est la raison pour laquelle de toute manière on ne se marie plus. Comme ça on évite au moins le divorce et tous les problèmes juridiques liés au divorce. Mais c'est sûr que si on intégrait cet enseignement de la Torah,
alors effectivement que certainement on arrivera à diminuer énormément. Mais le problème, c'est qu'on vit dans une génération, ça a toujours été le cas, mais aujourd'hui plus que jamais, que l'on pourrait appeler le culte de l'ego, et moi, et moi, et moi, et je ne céderai pas. J'ai raison, je ne cède pas. Tu as raison, d'accord, mais si tu ne cèdes pas, vous allez divorcer. C'est pas grave, parce que j'ai raison. Et à ce niveau-là, encore une fois, la Torah nous apprend, tu as raison, mais tu la fermes, tu baisses la tête, car ton couple est plus important que tu as raison. Et si on arrivait à comprendre ça, encore une fois, on éviterait 90% des divorces aujourd'hui. Il y a une autre chose aussi, et vous pourrez me dire, mais en tant que Bnei Adam, en tant que non-juif, peut-être ça ne vous concerne pas. Bon, c'est vrai qu'à nos âges, ça ne nous concerne plus, mais c'est bon de l'entendre malgré tout. Il y a une autre loi fondamentale dans la Torah, qui est aussi, je dirais, le deuxième ciment de la réussite d'un couple. C'est ce qu'on appelle en hébreu Taharat HaMishpacha, traduction française esquintée, la pureté familiale. Qu'est-ce que ça veut dire la pureté familiale? La Torah, comme vous le savez, nous interdit, à l'homme comme à la femme, d'avoir des relations pendant toute la période des règles, et même après les règles. Bon, ça ne nous concerne plus à nos âges, bien sûr, mais malgré tout, c'est important de l'entendre et de le dire. Et même après les règles, il y a tout un processus que après, quand généralement les règles durent entre 4 et 5 jours, et donc là, la femme est totalement interdite au mari. Je ne parle même pas de relation, ce qui est évident, mais même s'embrasser ou se caresser est absolument interdit pendant que la femme a ses règles, mais c'est pas fini. Le jour où elle cesse de saigner, à ce moment-là, elle doit compter 7 jours où tous les jours elle vérifie qu'elle ne saigne plus, et au bout du 7e jour, le soir du 7e jour, elle se trempe dans ce qu'on appelle le bain rituel, dans ce qu'on appelle en hébreu le mikvé, et c'est le soir du 7e jour qu'elle a compté, donc après les 5 jours de règles, elle compte encore 7 jours, ce qui fait qu'en gros, elle est interdite 12 jours par mois, et elle rentre du mikvé, et là, elle est à nouveau permise à son mari. Alors, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est que, en vérité, si on essaye de réfléchir, et c'est pour ça que j'enseigne depuis très longtemps, pas forcément dans des cours vraiment publics, mais je suis persuadé que cette loi-là ne concerne pas que les Juifs, elle concerne l'humanité tout entière. Et pour différentes raisons, et je voudrais revenir sur un ou deux points importants. D'abord, on sait tous qu'une femme, pendant la période de ses règles, elle est perturbée, elle n'est pas bien véritablement psychologiquement, mentalement, moralement, nishmatiquement parlant, ça veut dire au niveau de son âme, elle est perturbée. Et donc le fait que le couple s'abstient d'avoir des relations à ce moment-là, ça prouve qu'en vérité que le couple ne cherche pas uniquement une relation physique, parce que la femme, même pendant la période de ses règles, peut se donner physiquement. Peut-être pas vraiment quand le sang coule, mais plus ou moins dans la période des règles, elle peut se donner physiquement si elle veut, même si elle n'est pas bien intérieurement. Mais le fait que la Torah nous interdit d'avoir une relation avec notre épouse pendant la période des règles, nous montre que la Torah considère quelque chose d'extraordinaire. Qu'une relation dans un couple, c'est pas seulement une relation physique, c'est surtout et essentiellement une relation psychologique. Ça veut dire une adhésion, une fusion réelle, pas seulement des corps, mais une fusion au niveau des âmes, au niveau du psychologique, au niveau de l'intériorité. Et que la femme se donne entièrement tout son être intérieur, elle le donne à son mari, et le mari lui donne tout son être intérieur, pas seulement le côté physique. Et c'est ça la différence entre une relation dans un couple et une relation malheureusement à l'extérieur. C'est qu'à l'extérieur, c'est que du physique. Dans un couple, c'est essentiellement, surtout, une relation d'âme, une relation intérieure. Je te témoigne mon amour et tu me donnes le tien. Et c'est pour ça que la Torah interdit pendant la période de règles cette relation, parce que la Torah sait très bien que même si la femme accepte
ça sera surtout une relation de corps, mais pas une relation d'âme véritablement. Et c'est pour donc mettre en évidence, c'est le deuxième ciment du couple, c'est pour mettre en évidence que, encore une fois, dans le couple, c'est sûr que ça passe évidemment par le physique. Mais le physique n'est que le canal qui permet la fusion des âmes, la fusion de l'intériorité. Et ça, c'est le modèle fondamental que la Torah nous donne au niveau de la femme. Tu dois la respecter plus que toi-même, ça veut dire même si tu es sûr que tu as raison et tu es sûr qu'elle a tort, si ça met ton couple en péril, tu te sacrifies, tu baisses la tête parce que le couple est au-dessus de ta propre vérité. Et la deuxième notion fondamentale au niveau du couple, c'est qu'une relation dans un couple doit se faire quand les âmes sont prêtes à fusionner, quand l'amour est un amour profond. Le modèle de la période des règles est en vérité un modèle fondamental. Nos maîtres nous disent par exemple que si tout d'un coup un homme a une envie, mais sa femme elle est fatiguée, elle est crevée, elle a envie de dormir, tu vas pas faire, excusez-moi l'expression, mais tu vas pas faire tes besoins même si elle accepte pendant qu'elle est à moitié en train de dormir. Parce que c'est encore une fois une relation physique uniquement, c'est pas une connexion d'âme. Nos maîtres nous disent s'il y a une dispute et que il y en a un des deux qui boude encore un petit peu, même si à la rigueur, malgré son boudage, il accepte de faire plaisir à son mari ou à sa femme et de se donner à lui, nos maîtres disent non. Non. Pourquoi ? Parce que nos maîtres essayent de tout faire pour construire la relation entre l'homme et la femme au niveau d'une fusion des deux intériorités. Et c'est ce qui consolide le couple, véritablement. Donc il y a une fatigue, il y a un boudage, il y a un je me sens pas bien, j'ai des soucis, etc. Laisse-la. Même si elle est prête à te donner son corps, laisse-la. Parce que tu n'auras que son corps, tu n'auras pas son âme. Et à ce moment-là, tu fragilises ton couple. Voilà donc les deux points essentiels de ce que l'on pourrait appeler, selon la question, est-ce que la femme juive est le modèle du couple ? J'ai déjà répondu, c'est pas la femme juive qui est le modèle du couple, c'est la femme en général si elle suit les recommandations que la Torah demande au sujet de la femme et en vérité au sujet de l'homme aussi. Voilà, on va passer à vos questions, j'espère que vous en avez, vous pouvez réouvrir vos micros et on va passer à vos questions. Alors, les questions doivent être dans le domaine, bien sûr, de ce qu'on a traité maintenant, mais bon, vous n'êtes pas obligé de parler véritablement de ce que j'ai dit. Vous pouvez poser une question qui est dans ce sujet sans être 100% dans ce sujet. Oui. Alors, messieurs, dames, qui se jette dans l'eau ? Personne ? Vous ne voulez pas vous mouiller ? Ouais, c'était tellement clair ce que j'ai dit, il n'y a pas de question. C'était parfait. Bon, alors au moins applaudissez alors. Très bien. Bon, alors vous voulez qu'on passe au deuxième sujet ? Non, tu veux ? Allez, une question. Mais quand même, Rav, malgré tout, une femme, elle est le fondement quand même du couple. Oui. Alors, comment se former, nous, en tant que femmes, pour être ce fondement, justement, pour notre couple ? La femme est effectivement les fondations ou le fondement du couple. Absolument. D'ailleurs, c'est de cette manière-là que la femme est présentée dans la Torah. La Torah dit, dans son langage métaphorique et codé, comme vous le savez, il n'est pas bon que l'homme soit seul, apportant-lui une aide à ses côtés. Plus encore, nos maîtres nous disent qu'un homme qui n'est pas marié, je ne parle pas de quelqu'un qui serait veuf ou divorcé, il a été marié, mais quelqu'un qui n'aurait jamais été marié n'est pas un homme. C'est une créature, mais il n'a même pas atteint sa dimension d'homme. Un homme qui n'aurait jamais été marié, il n'a même pas encore atteint sa dimension d'homme. C'est une créature, c'est une chose, mais ce n'est pas un homme. Donc de là, on voit, nos maîtres nous disent par exemple que la femme est la lumière des yeux de l'homme. Ce qui veut dire qu'un homme qui n'est pas marié est aveugle, il ne voit rien. C'est elle qui lui ouvre les yeux. Donc c'est elle qui fait de lui un homme, c'est elle qui lui ouvre les yeux. C'est elle qui est une aide à ses côtés pour ne pas qu'il soit seul. Donc c'est vrai que la Torah, d'ailleurs vous savez, je raconte souvent une blague,
Il y a très très longtemps, quelqu'un m'avait dit, Rav, mais où la Torah parle de la femme? Et je lui ai répondu, dites-moi où elle n'en parle pas. Parce qu'en vérité, quand on comprend profondément la Torah, on s'aperçoit que la Torah ne parle que de la femme. C'est-à-dire que l'essence même de toute la Torah, c'est la mise en évidence de la puissance féminine. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nos maîtres appellent la femme la couronne de l'homme. Le roi Salomon appelle la femme Ateret Baala, la couronne de l'homme. Ça veut dire que c'est elle qui lui donne sa royauté, sa dignité, sa noblesse. C'est elle qui fait de lui un roi. Elle est appelée la couronne de l'homme. Seulement si les hommes pouvaient comprendre ça aujourd'hui. Donc c'est clair qu'elle a un rôle fondamental, la femme. Alors pourquoi et comment? Alors c'est un sujet, encore une fois, que l'on pourrait aborder pendant des heures, et vous me connaissez, je dirais même des milliers d'heures. Mais ce qui fait, et c'est quelque chose de très 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 puissant dans la Torah authentique, ce qui fait de la femme, on pourrait dire d'une certaine manière, le fondement de la famille et même le fondement de l'homme, c'est qu'une femme authentique, ça va être dans les questions qui vont suivre, parce que malheureusement aujourd'hui on est en train de perdre l'authenticité féminine et masculine. Malheureusement, le monde occidental fait tout pour détruire le couple, détruire la famille, détruire l'homme, détruire la femme, comme on le sait, et je pense que vous le savez tout aussi bien que moi. C'est l'idéologie aujourd'hui du monde occidental, mettre fin à la notion de couple et la notion de famille. Et il y a bien sûr une idéologie qui se cache derrière ça, et j'en ai souvent parlé dans mes cours. Mais quoi qu'il en soit, au niveau d'une femme authentique, la femme authentique, elle a quelque chose que l'homme n'a pas et n'aura jamais. Et vous savez quoi? C'est justement ça, l'authenticité. L'homme, dans sa nature, est beaucoup plus vitrine que la femme. Vous me direz, mais non, attendez, regardez toutes les femmes dans la rue aujourd'hui, c'est que des vitrines ambulantes. Oui, mais c'est ça. Mais vous suivez mes cours et vous savez que j'ai déjà expliqué que le mal essaye toujours de dénaturer le bien. Et comme la véritable nature de la femme, c'est l'authenticité, c'est pour ça que le mal fait tout, et il y est arrivé pour 80% des femmes dans le monde, surtout le monde occidental, il est arrivé on pourrait dire, à détruire l'identité féminine et à en faire l'absolu contraire de ce qu'elle devrait être. C'est quoi la femme aujourd'hui dans le monde occidental? Une vitrine ambulante. Il n'y a rien dedans. Rien. C'est que du virtuel. Mais pourquoi elle en est arrivée là, la femme? Parce que justement, le mal a tout fait pour dénaturer la femme, parce que chez chaque homme, chez chaque personne, chez chaque peuple, le mal s'attaque toujours à la qualité essentielle d'un individu ou d'une collectivité. Or, comme justement la nature réelle de la femme, c'est l'authenticité, et je vais expliquer dans quelques instants ce à quoi je fais allusion, c'est la raison pour laquelle, avec les siècles et les millénaires, le mal est arrivé à dénaturer la femme et à en faire l'absolu contraire de ce que devrait être l'essence de sa nature. Comprenez? Voilà. Et je vais donner un autre exemple, bon, peut-être idiot, mais bon, un petit peu parlant aussi. Le peuple juif est censé être attaché à sa terre plus qu'à n'importe quoi d'autre, mais aujourd'hui, on a beau avoir une terre, etc., il y a encore la moitié des juifs qui se sentent très bien là où ils sont, et qui ne pensent pas à revenir sur leur terre. Et donc pourquoi? Parce que justement, comme le mal sait, comme les forces du mal savent que la véritable place d'un juif pour qu'il puisse retrouver sa véritable identité, c'est être sur sa terre, le mal fait tout pour qu'un juif se sente bien à Paris, à Miami ou à Los Angeles ou ailleurs, pour le dénaturer. Et c'est pour ça qu'il perd à ce moment-là son identité juive authentique. Et comme j'explique dans mes cours, il perd la Torah et il sombre dans le judaïsme, dans une religion qui n'a plus rien à voir avec la Torah. Et donc, c'est ce qui s'est passé au niveau de la femme. La femme a reçu beaucoup plus que l'homme, on pourrait dire la qualité de l'authenticité. La femme est réelle, la femme est authentique, la femme elle a les pieds sur terre. La femme c'est pas une rêveuse, c'est pas waouh. L'homme lui, il a une tendance à aller beaucoup plus vite. Il y a des milliards de nuances de ce que je dis par rapport aux hommes, etc. Mais l'homme a une tendance, on pourrait dire, beaucoup plus rêveuse, idéaliste. Il voit les choses d'une manière beaucoup plus déconnectée de la réalité.
Alors que la femme, elle est très, très, très concrète. Elle est très, très, très présente et très en relation avec la réalité vraie. Et justement, d'une certaine manière, je donne souvent l'image, vous savez, c'est comme les ballons qui ont je ne sais pas quel air dedans, quand tu lâches le fil, ils montent. De l'hélium. Eh bien, c'est ça un homme en vérité. Si l'homme il n'est pas retenu par sa femme, eh bien, il a tendance à s'envoler. Il s'envole dans les idéologies, dans les rêves, dans les religions, dans les philosophies. C'est ça la nature de l'homme. Et heureusement qu'il a une femme qui le ramène à la réalité. Encore une fois, il y a des milliards de nuances dans ce que je dis. Il y a des femmes qui sont plus, moins, etc. Des hommes qui sont plus, moins. Je parle d'une manière très schématique, mais qui est vraie. Et donc c'est pour ça que la femme est, d'une certaine manière, les fondations du couple. Pourquoi? Parce que c'est quoi des fondations? Sans les fondations, la maison s'écroule. Un homme qui ne vit pas à côté d'une femme authentique s'écroule complètement, il disparaît. D'ailleurs, vous remarquerez dans l'histoire que tous les méchants, tous les dictateurs, tous les criminels, tous les gens corrompus, tous les gens mauvais, sont tous des gens qui n'ont pas réussi dans leur couple. Et donc ils sont partis dans l'illusoire. Mais quand un homme a le bonheur de vivre à côté d'une femme authentique, qui est arrivée elle-même à chasser le mal d'elle, qui voulait la transformer en vitrine, et qu'elle est restée au niveau de sa véritable nature, une femme authentique, à ce moment-là, elle est un salut pour l'homme. Parce que l'homme, dans sa nature, seul ne pourra jamais arriver à cette authenticité. Il a besoin de la femme. C'est ce que nos maîtres disent lorsqu'ils disent que la femme est la lumière des yeux de l'homme. C'est une phrase absolument incroyable. Ça veut dire quoi, la lumière des yeux de l'homme? Ça veut dire qu'un homme qui n'a pas une femme authentique à ses côtés est un homme aveugle. Il ne voit rien. Il se cogne la tête constamment contre les murs. Donc, ce qu'il faut redévoiler chez la femme, et malheureusement le monde occidental s'est acharné à détruire la femme, et il a réussi en grande partie, puisqu'aujourd'hui la femme est l'absolu contraire de ce qu'elle devrait être, c'est que du m'as-tu vu, de je me montre, et il n'y a rien dedans, il n'y a rien derrière, parce que le mal, d'une certaine manière, a réussi à falsifier l'identité féminine. Mais lorsque la femme retrouvera son identité profonde, à ce moment-là, tous les hommes de tous les peuples se rendront compte que sans elle, ils n'existent pas. Parce que sans elle, ils sont comme un ballon d'hélium qui s'envole et qui n'a plus aucun contact réel avec la réalité. Je terminerai juste par une phrase extraordinaire que nos maîtres enseignent. Et ils disent, une femme authentique, ça, c'est pas facile à accepter dans le monde d'aujourd'hui. Parce qu'il y a justement, c'est la deuxième question, je crois, qu'on va traiter sur la réalité féminine et masculine. Mais nos maîtres nous disent que quel est le signe d'une femme authentique? Elle préfère être mariée à un homme qui vit à ses côtés et qui gagne, admettons, je sais pas moi, 1000 € par mois, plutôt qu'un homme qui est constamment absent parce qu'il brasse de grandes affaires et qui lui ramène 1 million d'euros par mois. Voilà la définition d'une femme authentique. Elle préfère vivre avec un homme qui lui ramène 1000 € par mois, mais ils vivent ensemble, plutôt qu'un homme qui lui ramène 1 million d'euros par mois, mais qu'elle ne voit que 2-3 jours par mois. Et donc, qu'est-ce qu'on comprend de là? On comprend de là justement que, on pourrait dire, la vraie richesse de l'épouse, c'est le couple, qui est des milliards de fois plus haut que le million d'euros par mois. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ton million d'euros par mois si je ne te vois pas, si on n'est pas ensemble? Donc je préfère que tu me ramènes 1000 €, mais au moins qu'on vive ensemble. Donc ça, c'est aussi un signe d'authenticité incroyable. Voilà mes amis, on va passer à la deuxième partie. Et... je peux vous poser encore une question? Oui, bien sûr. Marie-Claire, oui. Ouais. En fait, c'est valorisant de savoir qu'on est la couronne de son mari, mais ça met quand même beaucoup de poids sur le dos. Écoutez... C'est un grand défi quand même. Mais dites-moi, au niveau de la vie de tous les jours, encore une fois, je ne parle pas du monde moderne où les femmes ne font plus d'enfants, ou si elles en font, elles demandent à quelqu'un de le porter pour elles. Mais dans le monde authentique, d'accord,
Quelle est la vie la plus dure? La vie de l'homme ou la vie de la femme? De la femme. Mais elle va mettre 4, 5, 6 enfants au monde. Je parle d'une femme authentique. Encore une fois, je parle d'un monde qui n'existe plus. Mais une femme qui comprend que si elle peut donner la vie à 5 ou 6 enfants, pourquoi elles sont privées? D'accord? Et qu'elle va donc porter les grossesses, les accouchements. Elle ne va pas dormir pendant des années la nuit parce que ses enfants la réveillent. Et pendant ce temps-là, l'homme y ronfle. D'accord? Bon, aujourd'hui, les choses ont changé parce que l'homme est devenu la femme, c'est lui qui fait la cuisine, c'est lui qui change les couches, c'est lui qui donne le biberon et c'est lui qui se la ferme parce que sinon il va prendre une claque. Très bien. Mais je parle de l'homme tel qu'il était dans le temps. Lui, il dort pendant que sa femme... alors c'est vrai, vous me direz, bon, il va travailler. Mais qu'on arrête de nous raconter des histoires. Mettre au monde 4 ou 5 enfants et les assumer, les faire grandir et les aider à s'investir dans la vie, c'est beaucoup plus difficile que n'importe quel travail que l'homme fait. Bon, je ne parle pas si c'est un esclave et qu'il est fouetté, etc. Mais on ne peut pas comparer le travail d'un homme, même 8 heures par jour dans son bureau, à une femme qui a mis au monde 4 ou 5 enfants et qui a réussi à les faire grandir et à les faire réussir. C'est pas comparable. Surtout à l'époque où il n'y avait pas la péridurale. Chaque accouchement, c'était de grandes douleurs et de grands cris. D'accord? Rien que pincer un homme, vous allez voir comme il va hurler. Alors, imaginez une femme qui accouche. Donc, il n'y a pas de comparaison. Je suis désolé, mais la nature de la femme est beaucoup, beaucoup plus forte que la nature de l'homme. Et c'est pour ça que l'homme ne l'a jamais accepté. Alors, il profite de ses muscles apparents pour dire « c'est moi le mec, c'est moi qui commande ». Mais on sait très bien qu'au niveau de la puissance intérieure, la femme est beaucoup plus forte que l'homme. D'ailleurs, on a un texte explicite qui le dit qu'au moment de l'esclavage en Égypte, qui était celle qui remontait le moral aux maris qui, eux, voulaient tous se suicider et qui sombraient dans le désespoir, c'était les femmes. C'était les femmes qui redonnaient courage à leur mari. Et on a dans toute l'histoire même biblique, des tas d'exemples comme cela. Et qui c'est qui a véritablement sauvé la famille d'Abraham? C'est pas Sarah, avec ses décisions difficiles par rapport à Ishmaël. C'est pas Rivka qui a sauvé la famille de Yitzhak en faisant tout pour que Yaakov soit le premier et en comprenant que Yitzhak se faisait rouler par Esav. Et Esther à l'époque de Mordechai, tout son sacrifice, elle s'est sacrifiée, elle a donné son corps, elle a donné sa vie à un Hitler pour pouvoir sauver son peuple. Comprenez? Et il faut comprendre ce qu'elle a vécu, Esther. Elle a eu un enfant avec Assuérus. Elle a donné toute sa vie. Elle s'est mise entre les mains d'une bête féroce pour pouvoir sauver son peuple. Allez trouver un homme qui fait ça. Comprenez? Et donc, la femme a une force intérieure qui est beaucoup, beaucoup plus grande parce que justement, Hachem a donné à la femme une mission qui est beaucoup, beaucoup plus forte, beaucoup plus cachée, beaucoup moins visible, mais beaucoup plus forte qu'à l'homme. Comprenez? Et encore une fois, je ne suis pas en train de diminuer l'homme, parce que, croyez-moi, je ne me prends pas pour rien, moi. Mais il faut reconnaître la vérité. Il faut reconnaître la vérité. Si un homme est authentique, il sait qu'il y a des choses chez la femme que lui n'a pas, et il a besoin d'elle pour pouvoir compléter ses manques. Alors évidemment que la femme aussi a besoin de l'homme, c'est évident. Mais malgré tout, nos maîtres nous font comprendre que l'homme a plus besoin de la femme que la femme a besoin de l'homme. Je parle de la femme en tant qu'épouse, bien sûr. Voilà, on va passer, mes amis, merci pour vos magnifiques questions. On va passer à la deuxième partie. Comment revenir au masculin authentique au regard de la société qui se féminise? Alors, bien évidemment, je pense que vous avez tous... je ne sais pas comment c'est en France, franchement, mais je sais comment c'est en Israël. Si vous avez tous des jeunes enfants ou des petits-enfants mariés, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors on le sait. C'est l'homme qui cuisine, c'est l'homme qui fait les courses, c'est l'homme qui se lève la nuit pour donner le biberon, c'est lui qui change les couches. Et dans un couple normal aujourd'hui, la femme ne fait pratiquement plus rien. Et je suis désolé, mais je le vois chez mes propres enfants, je reste comme ça des fois, je dis, c'est pas possible, mais dans quel monde on vit? Et
C'est incroyable. Il y a un renversement aujourd'hui dans le monde. Et la femme est devenue le mec et l'homme c'est devenu la petite fille. C'est comme ça. Bon, dans notre génération, nous on a encore été sauvés grâce à Dieu. Mais je parle pas seulement des 20 ou 23 ans ou 30 ans. Je dis même chez les encore 40 ans, 35, 40 ans, bon 50 et 60, non c'est déjà l'ancienne génération. Mais aujourd'hui jusqu'à 40 ans, plus ou moins, on voit que... Alors quel est l'argument féminin? Ben moi je travaille. Et en plus, je ramène plus d'argent que toi. Vous savez que le problème c'est qu'aujourd'hui, il y a des millions de femmes dans le monde qui travaillent, qui gagnent plus que le mari. Alors, comment faire? Et donc, c'est vrai qu'elle travaille. Mais d'une certaine manière, en travaillant comme un homme, et très souvent en gagnant encore plus que l'homme ou plus que son mari, elle s'est complètement masculinisée. Et elle a rejeté sa féminité sur l'homme. L'homme lui aussi il travaille. Mais comme j'explique souvent, je pense que dans le subconscient de la femme, il y a une sorte de vengeance. C'est pas conscient, c'est pas méchant. Mais c'est dans le subconscient. Vous savez que énormément de choses qu'on pense, qu'on dit et qu'on fait proviennent de notre subconscient dont on n'est même pas conscient. Ça vient de forces qui sont cachées en nous. Et je pense qu'il y a plus ou moins à juste titre une revanche de la femme. Bien sûr, je ne parle que dans le monde occidental, parce qu'ailleurs, ce n'est pas encore le cas, loin de l'être. Mais dans le monde occidental, où la femme a été écrasée pendant des millénaires, où elle a été reléguée au rôle de boniche et rien de plus. Et je pense que dans l'inconscient de la femme, il y a une sorte de revanche aujourd'hui. Je travaille comme toi, je gagne autant si pas plus que toi, je ne suis plus ta boniche. Et toi qui as été le maître pendant des millénaires, maintenant c'est toi qui vas savoir ce que c'est être une boniche. Et c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui quelque chose d'absolument incroyable au niveau des couples, même des couples bien. Quand je parle de mes enfants ou de tas d'autres cas, je parle de couples bien, où la femme est une femme extraordinaire, l'homme est un homme extraordinaire, et malgré tout, on voit que pratiquement les 2/3, si pas les 3/4 des tâches ménagères sont aujourd'hui aux jeunes mariés, beaucoup plus qu'à l'épouse elle-même. Et encore une fois, elle travaille, mais le mari aussi travaille. Alors pourquoi on ne partagerait pas équitablement? Non. Aujourd'hui, l'homme fait beaucoup plus de tâches ménagères que la femme. Je parle au niveau des jeunes générations, jusqu'à plus ou moins 35-40 ans. Mais alors ceux qui ont entre 20 et 30 ans, alors là, je veux dire, quand vous voyez votre qu'on appelle ça, la femme de votre fils, comment ça s'appelle en français? Belle-fille. Ah, belle-fille, voilà. Quand vous voyez votre belle-fille, vous lui dites bonjour monsieur, et quand vous voyez votre fils, vous lui dites bonjour madame. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais, alors, ça c'est une première chose. Donc, une des premières raisons de perte de l'identité masculine et féminine, c'est parce qu'il y a encore une fois dans le subconscient un besoin de revanche, parce que c'est vrai que l'homme a écrasé la femme pendant des millénaires, il l'a vraiment traitée comme une sale boniche, et aujourd'hui, grâce à la libéralisation dans le monde occidental, la femme a retrouvé ses droits, son identité, elle va un petit peu trop loin, puisque maintenant elle est devenue plus homme que son mari. Ça c'est la première raison. La deuxième raison de la perte de la féminité et de la masculinité, on le sait aussi, ça vient d'un autre domaine aussi, mais tout aussi important, c'est la légalisation totale, absolue des mariages entre hommes, des mariages entre femmes, etc. Et aujourd'hui, c'est tout à fait légalisé, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait, etc. Et donc, il y a une nouvelle légalisation qui est en train de se faire aujourd'hui, et malheureusement, je pense qu'on va tous plus ou moins le voir assez rapidement, c'est que je pense que très vite, 90% des femmes dans le monde occidental ne feront plus d'enfants dans leur ventre. Elles paieront quelqu'un pour porter l'enfant. C'est déjà le cas, mais ce n'est pas encore à ce point légalisé. Mais je pense qu'on va très vite arriver à une situation où les femmes elles-mêmes, les mamans,
Lorsqu'elles voudront un enfant, elles le feront faire par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire, bon, elles apporteront elles-mêmes la semence, etc. Mais l'enfant va grandir dans un autre ventre ou dans une éprouvette, peu importe. Même pour des femmes qui pourraient avoir un enfant normalement. Ce qui veut dire qu'on est en train de détruire complètement la notion de femme, la notion de mère, la notion d'homme, la notion de mariage. Tout est en train d'être détruit. Alors, justement, précisément, j'ai fait un cours ce matin, entre autres, sur ce sujet-là, et je pense que le cours sera dimanche ou lundi sur le site, je ne sais pas, en tout cas la semaine prochaine, où j'explique, entre autres, que la raison pour laquelle le monde occidental fait tout pour détruire l'identité féminine et masculine, c'est parce que, entre autres, il y a des milliers de raisons à cela. Mais je pense que la plus importante est parce qu'il y a tout un projet d'affaiblissement de l'homme, d'affaiblissement jusqu'à voir sa transformation en esclave ou en mouton, au profit des grandes puissances qui vont dominer l'humanité tout entière. Et tout le monde a compris que pour pouvoir affaiblir un homme ou affaiblir un peuple, la première chose qu'il faut faire, c'est lui trafiquer jusqu'à lui faire perdre son identité. Pourquoi aujourd'hui en Europe tous ces mélanges de gens qui viennent de partout et on ne sait plus qui est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se cache? Alors évidemment, les officiels, les petits vont vous dire mais comment? Ce sont des pauvres malheureux, il faut les accueillir, il faut si. Je dis pas que c'est faux, mais on sait tous que c'est pas la vraie raison. La vraie raison des dirigeants, pourquoi il y a tellement d'étrangers dans tous les pays d'Europe aujourd'hui, au point que le maire de Londres aujourd'hui, avec tout le respect qu'on lui doit, n'est pas un Anglais, n'est pas un Londonien, et on sait très bien à quoi je fais allusion, et ne vous faites aucune illusion, je pense que d'ici 10 ans au maximum, de nombreux maires, y compris à Paris en France, ne seront pas des Français d'origine, c'est sûr et certain. Quel est le but? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où un homme ne sait plus qui il est, d'où il vient, quelle est son histoire, quel est son avenir, je suis patriote de quoi, patriote de qui, au nom de quoi, quel est mon pays, quel est mon peuple, quand je ne sais plus où je suis, eh ben je sombre. Je sombre. Et comme il y a ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial qui veut transformer l'humanité tout entière en mouton, automatiquement, qu'est-ce qu'ils font? Les mélanges. Perte d'identité au niveau des peuples et au niveau des familles, mélange total. On ne sait plus qui est l'homme, qui est la femme. Le mariage entre un homme et une femme n'est pas plus légal aujourd'hui que le mariage entre deux hommes. Porter un enfant dans son ventre aujourd'hui n'est pas plus légal que le faire faire par une mère porteuse. Et bon, avec des nuances bien sûr, mais en tout cas, on va arriver très vite à la situation où ça sera 100% légal de faire porter son enfant par une femme qui a besoin d'argent. Et donc, automatiquement, on détruit l'identité féminine et l'identité masculine. Et comme j'explique dans des dizaines de cours, des centaines de cours, c'est aujourd'hui, mes amis, notre combat le plus important. S'acharner de toutes ses forces à garder l'étincelle du couple et de la famille. Mais au-dessus de tout, du couple, encore avant la famille. Parce que la famille, c'est les enfants, une fois qu'ils sont grands, chacun va dans son chemin, etc. Et par contre, le couple, on est censé être ensemble pendant 50, 60, 70 ans. Et ça, c'est le combat le plus important. Je l'enseigne constamment, pas seulement dans mes cours visibles. Quand je parle avec des gens qui me demandent des conseils, etc., je leur dis toujours, sachez que le seul et unique combat aujourd'hui dans notre génération pour laquelle on est sur Terre, réussir son couple. Un point, c'est tout. Tout le reste, c'est le papier d'emballage. Réussir son couple. J'ai réussi ma vie, j'ai réussi mes affaires, je gagne beaucoup d'argent, je suis sportif, je suis un grand rave, je suis ci, je suis un grand médecin, un grand avocat. Tout ça, c'est le papier emballage. Dis-moi, et ton couple, tu l'as réussi? Ouais, bon, tu sais, hein, si tu avais la femme que j'ai, si tu avais le mari que j'ai, bon, tu ne me poserais pas cette question. Hein. Mais par contre, dans les affaires, j'ai bien réussi. Hein. Ou je suis un très grand rave. Hein. Ah oui, je suis un très très grand rave. Hein. D'accord, mais dans ton couple, tu as réussi? Ouais, bon, ça va. Et comme chez tout le monde, il y a des hauts et des bas. Non. Si tu n'as pas réussi dans ton couple, tu n'as réussi dans rien. Aujourd'hui, c'est notre priorité. Alors, comment qu'on fait? Eh bien, c'est ça la réponse à votre question.
L'homme doit retrouver sa dimension masculine. La femme doit retrouver sa dimension féminine. Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Si l'homme travaille 8 heures et la femme travaille 8 heures, et que la femme, après 8 heures de travail, rentre à la maison et dit à son mari, mon chéri, je suis épuisé, d'accord? Fais le parterre, fais la vaisselle, que j'ai pas eu le temps de faire ce matin avant de partir au travail, et puis je t'en supplie, je vais dormir, si jamais les enfants écrivent pendant la nuit, lève-toi et occupe-toi d'eux. Qu'est-ce que doit dire l'homme? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien je dis, l'homme doit se battre pour retrouver sa dimension masculine. Et lui dire, ma chérie, écoute, tu as travaillé 8 heures aujourd'hui, mais moi aussi j'ai travaillé 8 heures aujourd'hui. Alors, on n'est plus à l'époque où la femme n'était qu'à la maison et donc il n'y avait aucune raison que l'homme change les couches, puisqu'elle est à la maison. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça a changé, mais je ne suis pas d'accord de tout faire à ta place. Viens, on partage. Si tu veux que c'est moi qui fasse la vaisselle, eh ben c'est toi qui te lèveras si l'enfant se met à crier cette nuit et qu'il a besoin d'un biberon. C'est très important ça, parce que si l'homme accepte de perdre totalement son identité masculine, ou bien il peut y avoir aussi le contraire, qui n'est pas bon non plus, et ça je le dis souvent. Si la femme travaille 8 heures par jour, et que quand elle rentre à la maison, elle dit à son mari, écoute, toi, tiens, regarde la télé ce soir, je m'occupe de tout. Ça, c'est pas normal non plus. Parce qu'à partir du moment où elle travaille 8 heures par jour et que le mari profite de son argent, pourquoi en plus elle devrait faire toutes les vaisselles, tout le ménage, et se lever la nuit, ne pas dormir et tout faire, et les commissions et tout? Non. C'est sûr qu'à partir du moment où tu travailles autant que moi, on partage. Mais on partage. On s'assoit, on réfléchit, tu fais ci, je fais ça. On partage. J'oserais presque rajouter que l'homme doit s'arranger malgré tout pour que la femme fasse malgré tout un peu plus que lui. Tu sais quoi? Je suis prêt à faire la salade ce soir, mais c'est toi qui fais le poisson, le plat de viande et le dessert. Ah mais non, c'est pas normal, moi je suis fatigué, j'ai travaillé 8 heures par jour. Oui ma chérie, mais toi t'es la femme, moi je suis l'homme. Et alors? J'ai pas envie de perdre mon identité d'homme. Parce que si je ne suis plus un homme, tu ne seras plus une femme. Et on sera deux créatures qui ne seront plus qui ils sont. Donc je suis prêt à t'aider ma chérie. Mais je voudrais pour la survie de notre couple, que ta dimension de femme continue à être mise vraiment en évidence. Donc moi je suis prêt à couper les légumes, mais c'est toi qui fais le repas. C'est pas évident, c'est pas facile. D'accord. Maintenant l'idéal, ce serait que l'homme arrive à gagner à lui tout seul ce qu'elle et lui gagnent en travaillant, et comme ça elle peut rester à la maison et s'occuper de ses enfants. Bien qu'il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui veulent travailler parce qu'elles ont besoin de sortir, pas forcément pour l'argent. C'est vrai aussi. Mais, encore une fois, ça aussi c'est un travail. L'homme n'a pas le droit de devenir une femme. La femme n'a pas le droit de devenir un homme. C'est ce qu'aujourd'hui on fait tout. Vous savez qu'en Suède, le pays où il y a le plus de suicides en Europe, d'accord, les hommes sont devenus des femmes et les femmes sont devenues des hommes. Pourquoi? La plupart des Suédoises travaillent et les hommes restent à la maison pour s'occuper des enfants et reçoivent les allocations que la femme reçoit. Vérifiez, vous verrez que j'ai raison. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Donc, il faut se battre. L'homme a le devoir de dire à sa femme, ma chérie, je suis prêt à t'aider, mais c'est toi la femme, c'est pas moi. Et moi, si tu es une vraie femme, je te promets que moi je serai un vrai homme. Je vais t'aider à devenir une vraie femme, tu vas m'aider à devenir un vrai homme. Mais je ne peux pas devenir toi et tu ne peux pas devenir moi. Donc ça aussi c'est un combat dans notre génération qui est très 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 urgent et important. Mais quand c'est fait avec amour, quand c'est fait avec respect, c'est pas que l'homme va dire à sa femme, écoute, fous-moi la paix, va à la cuisine et fais la vaisselle et laisse-moi tranquille. Non, ça ne marchera pas. Mais si on s'assoit et qu'on explique, ma chérie, regarde, je suis prêt à faire la vaisselle, ça ne me dérange pas. Mais je ne veux pas devenir une femme. Parce que dans ce cas, notre couple, il va s'écrouler. Donc, respecte ma dimension d'homme
Je peux t'aider, mais je ne peux pas devenir toi, c'est impossible. Et si on arrive à lui dire avec amour, avec respect, avec sincérité, avec authenticité, la femme va comprendre et elle va accepter. Maintenant, dans l'autre sens aussi, et ça je termine maintenant en disant quelque chose de très important, mes amis. D'accord? Un homme doit tout faire. Je vais vous étonner en disant ce que je dis. Bon, quand il peut pas, mais il doit tout faire pour être celui qui ramène l'essentiel du salaire à la maison. Parce qu'à partir du moment où un homme ramène, j'ai un exemple, 1000 € et la femme en ramène 2, c'est fini, il n'y a plus d'homme à la maison. C'est fini. Il est écrasé, il est mort, il a disparu. C'est pour ça qu'un homme doit prendre sur lui de tout faire pour être un homme. Et le devoir d'un homme est de nourrir sa femme et ses enfants. Et aujourd'hui, 99% des hommes occidentaux sont tellement contents que leur femme travaille pour pouvoir profiter de son salaire et d'une certaine manière, finalement, vivre aux dépens de sa femme. Ben, il perd sa dimension d'homme. Donc la femme a le droit de dire à son mari, tu sais quoi mon chéri, tu veux que ça soit moi qui fasse plus souvent la vaisselle que toi? Tu veux que ça soit moi qui me réveille la nuit plus souvent que toi? Mais alors je te préviens, tu as intérêt à ramener 3 fois plus que moi. Débrouille-toi, je veux rien savoir. C'est toi l'homme. Tu me dis que moi je suis la femme, c'est toi l'homme. Eh bien débrouille-toi pour ramener 3 fois ce que je gagne. Sinon tu n'es pas un homme. Et dans ce cas-là, c'est toi qui fais la vaisselle. Donc vous voyez, c'est pas évident. Chacun a sa part de responsabilité, chacun a son travail. L'homme est celui qui doit nourrir sa femme et ses enfants. Et il n'a pas le droit d'être dépendant de sa femme au niveau de son salaire. Débrouille-toi, casse-toi la tête, travaille 10 fois plus, je m'en fiche, mais ne sois pas dépendant de ta femme pour le salaire. Parce que sinon tu n'es plus un homme. Et vice-versa, la femme doit comprendre que les tâches ménagères, etc., c'est plus le rôle de la femme que celui de l'homme. Et quand tout ça se construit dans l'amour et dans le respect, on arrive à retrouver les dimensions masculines et féminines et on arrive à reconstruire son couple. Ça demande sans doute des heures de parler avec sa femme, de parler avec son mari, de montrer que vraiment, c'est pas que je veux pas t'aider ma chérie, mais je veux pas perdre ma dimension d'homme. C'est pas que je veux pas t'aider, mon chéri, mais je veux pas perdre ma dimension de femme. Et ça m'embête de gagner 2 fois plus que toi, parce que dans ce cas-là, c'est qui le mec à la maison, si moi je ramène le double de ce que tu gagnes. Donc je t'en prie, mon mari, casse-toi la tête, ramène 2 fois plus que moi, pour que j'ai le sentiment que c'est toi qui nourris la famille. N'ayez pas l'impression que je parle comme un homme d'il y a 100 ans. Non. Ce que je dis est vrai aujourd'hui encore. Et c'est pour ça que les couples disparaissent. Parce que plus personne n'est à sa place. Y a-t-il des questions, mes amis? Oui. Oui, j'aurais une question. Déjà, juste une petite aparté. Quand l'homme aime cuisiner, Voilà, c'est ce que je veux dire. exemple, chez nous, c'est moi qui fais les plats traditionnels, on va dire, mais mon mari, il aime cuisiner. C'est différent. Pour lui, c'est un plaisir. J'ai un gendre comme ça et j'ai aussi un fils comme ça, qui adore cuisiner. Ça, c'est déjà différent. Ça, c'est déjà différent. Si c'est une passion, s'il l'aime et qu'en plus il fait d'excellents repas, c'est différent. J'ai pas parlé dans ce contexte-là, votre remarque est très importante. J'ai pas parlé bien sûr d'un choix parce que c'est pour moi un bonheur, un plaisir, comme on dit, c'est un kiff de cuisiner. Non, et surtout s'il cuisine bien. D'accord? Je savais pas, monsieur Muller, que vous cuisiniez bien. Eh bien, quand vous viendrez en Israël, vous rentrez dans ma cuisine. Voilà, exactement. En tous les cas, bien sûr que si l'homme aime cuisiner et qu'il ne fait pas ça en ayant le sentiment qu'il prend la place de sa femme parce qu'elle lui a dit si tu cuisines pas, je te fous dehors,
Évidemment que dans ce cas-là, c'est pas dans ce contexte-là que j'ai parlé. Moi, j'ai parlé dans le contexte qui est le plus fréquent aujourd'hui, c'est que chacun sent une pression, mais ils se sont contraints de faire parce qu'ils sentent qu'il y a une pression qui vient de l'autre, fais ou je m'en vais. Dans ce cadre-là, j'ai parlé qu'il ne fallait pas se laisser faire et qu'il fallait tout faire pour rétablir l'ordre normal de qui est la femme et qui est l'homme. Mais maintenant, si c'est... Donnons le même exemple au niveau du travail. Si un homme dit à sa femme, ma chérie, je gagne pas assez, il faut absolument que tu ailles travailler, c'est une obligation parce que sinon on va s'écrouler. Et que la femme, elle n'avait pas envie d'aller travailler. Parce qu'elle aurait préféré être une femme d'intérieur, mais qu'elle le fait parce qu'il n'y a pas le choix. Ça, c'est une situation, si j'oserais dire, grave. Parce que c'est pas normal que l'homme ait besoin de sa femme pour nourrir sa famille. C'est pas normal, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que ça va amener encore une fois après des destructions énormes dans l'identité féminine et masculine. Par contre, si une femme d'elle-même, comme dans le cas de la cuisine, est une femme qui, tout en restant une vraie femme, qui sait ce qu'elle doit faire en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que mère, etc., en tant que femme de foyer, mais elle a une passion de la médecine, ou elle a une passion du droit, ou je ne sais quoi, ou d'un autre métier, et qu'elle a envie de travailler pour son bonheur personnel, même si elle ramène 3 fois plus que son mari, dans ce cas-là, je n'ai pas parlé. C'est pour ça que votre remarque était très importante. Il faut faire la différence entre les destructions d'identité masculine et féminine parce que chacun contraint l'autre de faire, sinon ça explose, ou le fait qu'une femme travaille parce que pour elle c'est un bonheur de travailler, pas parce qu'elle a besoin d'argent, je m'en fiche de l'argent, mais je le fais parce que c'est mon bonheur. J'ai envie d'être médecin, j'ai envie de sauver des vies, j'ai envie de faire du bien. Je m'en fiche de l'argent. Mais pour moi, c'est ma passion de soigner des gens. Dans ce cas-là, c'est sûr que je n'ai pas parlé dans ce contexte-là. Mais à condition, malgré tout, qu'elle ne s'en remette pas complètement sur son mari, qui lui devra faire tout ce qu'elle devrait faire en tant que femme. Il y a toujours le problème du juste milieu et de la juste nuance. J'avais donc la deuxième question, si c'est possible, au sujet des Gilgul. Oui, des réincarnations. Voilà. Est-ce que un homme peut venir une fois en femme et une femme une fois en homme? Oui. Est-ce que du coup, est-ce Oui. que c'est des réparations? Oui, dans nos textes, oui, il y a la possibilité provisoire, ça ne peut pas rester. Mais il peut y avoir effectivement un passage bizarre où une âme d'homme peut revenir dans une femme et une âme de femme peut revenir dans un homme. Oui, c'est possible. Alors évidemment, c'est un sujet qu'on devrait discuter pendant des heures pour expliquer le pourquoi, le comment qu'on en est arrivé à ça. Mais je réponds plus techniquement à votre question, oui, c'est possible. Mais le problème c'est que dans le couple, ça va se ressentir énormément. Parce que si un homme épouse une femme, qui est en vérité la réincarnation de l'âme d'un homme, dans le couple, l'homme va être très très écrasé. Très très écrasé. Et on le voit, ce genre de situation. Et à plus forte raison, si l'homme est la réincarnation d'une âme de femme, alors vous imaginez qu'il va être complètement écrasé. Puisqu'en vérité, la femme est un homme et l'homme est une femme. Donc il va y avoir on pourrait dire un déséquilibre total dans le couple et la femme va complètement écraser l'homme. C'est pour les Bnei Adam aussi? Oui. Pour les non aussi? Pour les Bnei Adam, j'ai pas dit pour toutes les créatures, comme vous savez la nuance qu'il y a, c'est pas toute personne qui a 2 jambes et 2 bras qui est un Ben Adam. Mais au niveau des Bnei Adam, oui. Vous êtes tous et toutes des Bnei Adam, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est possible aussi, c'est possible aussi. Des fois ça peut être une punition, parce qu'un homme n'a pas assumé son rôle d'homme, ou une femme n'a pas assumé son rôle de femme, donc c'est une forme de punition, de réincarnation, où la femme devra maintenant, tu n'as pas voulu être une femme, maintenant tu vas être un homme, ou le contraire. Ça peut être aussi d'autres raisons, mais quoi qu'il en soit, ça reste passager. Une âme d'homme, finalement, sera un homme, et une âme de femme restera une femme. Ça ne peut pas changer
définitivement. Voilà. Alors, on va passer à la dernière question. Il est déjà tard, mais tant pis, on va passer à la dernière question. Et on va aller plus vite cette fois-ci. Quelle est la place de chacun dans le couple au regard de la notion masculin-féminin que nous avons en nous? Mais en vérité, on vient d'en parler. Je ne me rappelais pas de la troisième question, mais en vérité, on vient d'en parler. C'est-à-dire que je vais malgré tout reprendre très vite cette question. Comme je dis toujours, le véritable ciment d'un couple, c'est le dialogue. Avoir la franchise de se parler, avoir la franchise de s'expliquer, avoir la franchise de questionner et d'attendre des réponses. Ce qui veut dire que quand un couple sent que ça ne marche pas, il ne faut pas dire bon allez c'est pas grave, le principal c'est qu'on est ensemble. Comme je dis toujours, vous le savez, un couple, c'est pas seulement qu'on doit vivre l'un à côté de l'autre, mais on doit vivre l'un avec l'autre. Ça veut dire que la définition d'un couple réussi, c'est quand chacun est capable de dire de la manière la plus authentique, la plus honnête, sachez que le meilleur moment de ma vie, c'est quand je rentre à la maison et je suis avec ma femme ou je suis avec mon mari. C'est le meilleur moment de ma journée. Ça veut dire même si c'est un moment court, parce que la majorité du temps je travaille ou je suis dehors, mais sachez que même si je ne la vois que 10 minutes, qu'un quart d'heure, même si je ne le vois que 1 heure, qu'une demi-heure, c'est pour moi le meilleur moment de ma journée. Mais pour en arriver à un tel sentiment réel, profond, il faut qu'il y ait véritablement un échange constant entre l'homme et la femme. Il faut se parler, il faut échanger, il faut avoir le courage de dire la vérité. Écoute, tu as fait ci, tu as fait ça, ça me dérange, je ne comprends pas, peut-être moi j'ai fait quelque chose qui ne t'a pas plu, etc. Il faut constamment parler. Il ne faut absolument pas rentrer dans une situation où finalement, comme je viens de le dire, on vit l'un à côté de l'autre. Parce que c'est sûr que vivre l'un à côté de l'autre, on évite le divorce, mais il n'y a plus rien entre nous. Vous connaissez tous cette blague, j'ai déjà raconté des milliers de fois, mais moi, 1 milliard de fois, je m'en lasse pas. C'est un homme de 70, 75 ans qui est dans la rue, tout d'un coup, il voit au loin quelqu'un qui était à l'école primaire avec lui, il le reconnaît. Bon, il le reconnaît. Il va vers lui, il dit, dis-moi, c'est toi Pierre? Oui, mais qui êtes-vous monsieur? Mais tu te rappelles pas André, mais on était à l'école primaire ensemble, on s'est pas vu depuis plus de 50 ans. Ah oui, oh là, écoute, je t'en prie, je téléphone à ma femme, tu es ici avec ton épouse, alors venez manger ce soir à la maison. Bon, ils sont tout contents de se retrouver, etc. Et donc, André arrive chez son ami, ils ont préparé un bon repas, etc. Mais vous la connaissez, mais c'est pas grave, on s'en lasse pas. Et puis pendant toute la soirée, alors Pierre, il dit ma chérie, mon amour, ma colombe, ma vie, mon éternité. À chaque fois qu'il parle à sa femme, c'est waouh. Puis l'autre, il le regarde comme ça, dit 60 ans, ils sont mariés, tu l'appelles encore ma colombe, mon oiseau, ma chérie, waouh, mais comment tu fais? Alors à la fin de la soirée, il le prend côté, il dit mais comment tu fais après 60 ans de mariage pour l'appeler encore ma colombe, mon hirondelle, ma vie, mon... Il dit mais arrête. Je lui dis ça parce que je ne me rappelle plus comment qu'elle s'appelle. Ça veut dire que, justement, ils vivent tellement l'un à côté de l'autre qu'ils ne se rappellent même plus comment ils s'appellent. Alors, il n'avait pas le choix, il ne savait plus qu'elle s'appelait Françoise. Alors, il l'appelle, ma chérie, ma colombe, ma merveille. Mais en vérité, c'est parce qu'il ne sait plus comment qu'elle s'appelle. Ça fait des années qu'ils ne se parlent plus. Ils ont oublié leur nom. Non, mais c'est une blague tellement authentique. Et donc c'est pour ça que dans un couple, pour que chacun retrouve son identité véritable, il faut avoir le courage de se parler. Il faut avoir le courage d'avoir des échanges. Écoute ma chérie, ton attitude, ça ne me plaît pas. Il y a quelque chose qui me dérange. Ah, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je voudrais qu'on en parle. Avec respect, avec amour, avec considération. Mais viens, on en parle. Parce que moi, je veux qu'il y ait quelque chose qui passe entre nous. Et à cause de ce comportement, je me sens plus à l'aise avec toi. Alors viens, on en parle. Il ne faut pas avoir peur de parler. Il ne faut pas avoir peur d'être transparent. La parole entre un homme et une femme est le ciment de la réussite du couple. Rien n'est plus catastrophique dans un couple
que le fait de « Bonjour ma chérie, qu'est-ce que tu as fait à manger? Comment ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, bon, alors salut, je vais voir la télé. Bye bye. » Très bien. Non. Ça, c'est pas un couple. Ça, c'est deux êtres humains qui se croisent. Rien de plus. Dans un couple, on se parle, on a des échanges, on passe du temps ensemble. Et c'est comme ça que finalement, on arrive à retrouver chacun sa véritable identité. Et à chaque fois, on remet les pendules à l'heure. Voilà mes amis, encore une fois, merci pour ce Zoom extraordinaire. J'ai pas le droit de vous le dire, mais vous ne pouvez même pas imaginer combien je vous apprécie, combien je suis heureux de vous avoir à mes côtés, combien vous me faites du bien d'être là, et combien je remercie Hachem d'avoir des amis comme vous. Et j'espère qu'on continuera, et dans ce monde c'est sûr, et même dans l'autre, pour l'éternité, à être toujours ensemble. Voilà. Et donc, on demande à monsieur et à madame Rocker de préparer le prochain Zoom. On va dire d'ici 3 semaines à peu près. Moi, je peux tenir le rythme avec vous de toutes les 3 semaines, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, voilà. Et merci à vous. Une très très bonne santé, une bonne réussite, une réussite dans vos couples. Et sachez, comme je l'ai dit, que on est sur terre dans notre génération que pour ça, réussir son couple. Tout le reste, c'est de l'accessoire. Combien tu gagnes, combien ci, combien ça, laissez tomber. J'ai réussi mon couple. J'ai tout réussi. C'est ça l'essentiel. Une grande réussite, mes amis, et à très très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.